Voilà, c'est ce que nous allons donc débattre avec notre formidable panel, avec des représentants des collectivités françaises, suisses et allemandes engagées dans la mobilisation citoyenne. Je vous les présente vite, après ça sera un peu plus en détail. Marc Hofsess pour la ville Eurométropole de Strasbourg, Silvio Tondi qui est venu de Bâle en Suisse, Eva Janningen, ich freue mich sehr, sie ist aus Dresden gekommen. Il y aura 2 personnes qui parleront allemand dans cette table d'ailleurs, donc si vous n'êtes pas très sûr dans la langue de Goethe, merci de vous munir de la petite machine pour vous faire traduire. Il y a aussi Nicolas Roland qui est venu exprès de Paris avec le TGV, je m'imagine, 1h47, formidable. Et Martina Mack, également de Strasbourg. Je vais vous présenter au fur et à mesure un peu plus. Alors, on va commencer justement avec vous. Marc Hofsess, adjoint de la ville de Strasbourg et conseiller eurométropolitain. L'Eurométropole de Strasbourg, il faut bien le dire, a fait une expérience douloureuse autour des projets de géométrie. Mais c'est un mal pour un bien, si je peux me permettre, car ça a permis à la ville et à l'Eurométropole de penser autrement l'implication du citoyen. Donc, merci de nous raconter cette épopée en n'ayant pas peur de dire à quel point ça a mal marché à un moment, pour dire qu'est-ce que vous en avez pris pour que la plupart des gens ici, et dans le public, mais aussi sur scène, puissent apprendre quelque chose de votre expérience, s'il vous plaît. Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Oui, alors effectivement, entre 2019 et 2021, là, notre territoire a connu une série de séismes, dont le plus fort était d'une puissance de 3,6 sur l'échelle de Richter. 4000 maisons avaient été touchées, dont 600 en Allemagne d'ailleurs. Et donc nous avons, en arrivant en 2020, le Conseil de l'Eurométropole avait mis en place une mission d'information et d'évaluation, donc un groupe d'élus qui, en 6 mois, était chargé d'analyser ce qui s'était passé, l'origine de ces séismes. Et donc il y a eu une série d'auditions, et nous avons bien sûr auditionné à la fois les communes limitrophes, notamment les communes touchées par les séismes et qui étaient assez éloignées du lieu même des forages. Hein. On voit bien qu'un forage géothermal, il a une tête là, et puis après il part souvent en biais pour toucher l'objectif, etc. Et voilà, le réservoir. Et au droit, évidemment, c'est là que ça a secoué, et notamment la commune de Lavandsono, qui est située assez loin, à plus de 5 km du site de forage, avait été une des plus touchées par les séismes. Et sa mère avait découvert à ce moment-là la réalité de ce projet géothermal. Et puis nous avons auditionné aussi les citoyens, les associations qui s'étaient mobilisées contre. Voilà, contre. Voilà. Et ces citoyens nous disaient, outre le fait que de nous dire, on vous l'avait bien dit, voilà, bon, ça c'est le jeu, il nous a dit 2 choses importantes. Un, qu'il n'avait, pendant les 12 années de développement du projet, jamais eu l'impression d'avoir toutes les informations, et donc problème de transparence, d'accès à l'information, voilà. Première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'avait jamais eu l'impression d'avoir été entendu ou écouté. Deuxième chose. Et donc nous, on s'est dit, à partir de là, évidemment, il faut qu'on revoie ça, quoi, parce qu'on voit bien que les procédures de concertation, enquête publique, réglementaire, sont obsolètes. Ça ne suffit plus pour impliquer le citoyen et la citoyenne. Ça ne suffit largement plus, et on le voit sur beaucoup de projets. Dans une enquête publique, c'est souvent les opposants qui s'expriment le plus, et voilà, ça biaise le débat public, et c'est souvent trop tard. L'enquête publique, elle arrive souvent trop tard voilà. Et donc, après, on a tenu à faire plusieurs choses. On a été amené, comme c'était la fin, au moins pour 15 ans, des projets de géothermie, et que la géothermie, dans notre mix énergétique, représentait quand même une part importante, notamment de la conversion du chauffage, de notre agglomération. On a bien été obligé de revoir un peu nos stratégies. Donc on a révisé le schéma directeur des énergies. Et dans la révision, nous avons impliqué, à travers notre conseil de développement, nous avons impliqué les citoyens. On a confié au conseil de développement l'animation de la partie citoyenne de l'élaboration de ce nouveau schéma directeur des énergies. Ça, en fait, beaucoup plus en amont que la première fois. C'est ça, surtout l'idée. Tout à fait. C'est vraiment dès le début. C'est vraiment dans la stratégie de la métropole et du territoire. Et donc,
Le Conseil de développement a fait un travail impressionnant de questionnement, 12 000 avis qui sont remontés, des réunions publiques, etc. Et on s'est rendu compte que là, l'attente était exactement la même. Nous, on est pour la transition énergétique, mais on veut y participer, et donc transparence, accès à l'information, et surtout dans les projets concrets, mettez-nous dans le coup dès en amont. Excellent. Ben je crois que ça va se recouper avec ce que vont dire vos collègues ici sur ce plateau. Je crois que c'est essentiel d'impliquer les gens, surtout quand il s'agit d'installations aussi sensibles que la géothermie, mais aussi plein d'autres choses, le méthane, etc. Il faut leur expliquer, il faut les impliquer pour qu'on puisse ensemble avancer vers un meilleur avenir. Ich werde jetzt anfangen, Deutsch zu reden, weil ich mich sehr freue, jetzt Silvio Tondi Ihnen vorstellen zu dürfen. Er ist stellvertretender Leiter der Abteilung Außenbeziehungen und Standortmarketing im Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt. Und jedes Wort ist wichtig in diesem Titel, weil nämlich Basel ist eben nicht nur eine Stadt, sondern hat auch den Kantonstatus, um es schnell zu sagen. Das ist sehr wichtig. Und Herr Tondi, erzählen Sie uns, es ist natürlich eine ganz andere und völlig spannende Situation für uns, was in der Schweiz passiert. Wir sind eine direkte Demokratie. Es funktioniert alles anders. Die Bürgerimplikation ist auf jeder Ebene anders. Meinungsbildung, Entscheidungsprozesse laufen bei Ihnen einfach anders. Bitte erklären Sie uns zuerst einmal das Prinzip. Natürlich immer wieder in dem Segment, wenn es um Energietransformation geht. Ja, besten Dank. Vielen Dank für die Einladung auch. Mache ich sehr gerne. Also ohne jetzt irgendwie das schweizerische System besonders hervorheben oder positiv hervorheben zu wollen, ist es natürlich tatsächlich so, dass aufgrund der, ich würde sagen, halbdirekten Demokratie, weil wir haben ja auch ein parlamentarisches System, in dem sehr viel entschieden wird, aber diese direkte Demokratie, die sowohl auf der Bundesebene, also auf der nationalstaatlichen Ebene, als auch in den Kantonen, als auch in den Gemeinden sehr stark gelebt wird in der Schweiz, impliziert natürlich eine sehr starke Mitwirkung und Konsultation der Bevölkerung a priori. Und da spielen auch die Medien eine sehr wichtige Rolle. Das heißt, eigentlich sämtliche Prozesse und insbesondere sämtliche Prozesse, die raumplanerischen Charakter haben oder die Umwelt betreffen, Umweltveränderungen betreffen und dann auch Auswirkungen zum Beispiel auf die Verfassungen des Nationalstaates, der Eidgenossenschaft oder der Kantone haben, die müssen zwingend auch vors Volk, werden in einer Volksabstimmung dann auch konsolidiert. Das ist aber quasi wie eine Art der letzte Schritt, der dann folgt, weil vorher bereits mit Informationen der Bevölkerung auf diesen entsprechenden Staatsebenen, mit Mitwirkungsveranstaltungen, mit sogenannten Vernehmlassungsverfahren, Konsultationen, die Leute bereits sehr stark abgeholt werden. Und auch die Medien spielen da, wie gesagt, eine wichtige Rolle, weil sie dann entsprechend auch die Bevölkerung ebenfalls informieren, Meinungsbildungsprozesse prägen, in den Medien dann entsprechend auch Leserbriefe erscheinen für oder gegen ein Anliegen oder gegen eine Verfassungsänderung. Und all dies führt dazu, dass natürlich dann am Ende ein stark konsolidierter Meinungsbildungsprozess stattgefunden hat, wo man auch akzeptiert, dass die Bevölkerung das letzte Wort hat. Also das ist natürlich, würde ich sagen, ein bisschen anders in den meisten Demokratien der Europäischen Union. Ich finde das sehr, sehr spannend. Ich würde gerne noch kurz einmal dabei bleiben, weil Sie haben ja eine Klimaschutzstrategie 2037 auf die Beine gestellt in Basel und im Kanton. Und diese Klimaschutzstrategie, bevor sie verabschiedet wurde, hatte also auch die ganz breite Zustimmung der Bevölkerung. Und vielleicht können Sie uns dazu noch ein besonderes Util sagen, also ein Werkzeug. Sie sagen, Sie informieren die Menschen. Ich frage mal ganz einfach, sind das Zettel in dem Briefkasten, sind das Sachen auf Litfaßsäulen, sind das, also ganz konkret vielleicht noch was wie machen, um diesen großen Zuspruch und diese breite Meinungsbildung herstellen zu können?
Genau, da gibt es natürlich zahlreiche Instrumente, aber in diesem konkreten Fall, jetzt für die Klimastrategie im Kanton Basel-Stadt, ging eigentlich eine Initiative, eine Volksinitiative voraus. Das heißt, eine bestimmte Anzahl Menschen haben einen Initiativbogen unterschrieben und gesagt, wir möchten gerne in Basel-Stadt netto null, also im Kanton Basel-Stadt, netto null per 2030 einführen. Also der Ansatz war aus dem Volk heraus sozusagen. Ganz genau. Das ist natürlich eine Traumsituation, sage ich jetzt mal so. Jetzt war dieses Ziel natürlich extrem ambitioniert. Das führte dazu, dass der Regierungsrat und das Parlament zusammen einen Gegenvorschlag zu dieser Initiative quasi auf den Tisch gelegt haben für den politischen Prozess, gesagt, finden wir ein gutes Ziel, aber 2030 geht nicht. Das ist zu früh, wir müssen 2037 anpeilen. Sie wissen ja alle, dass auf europäischer Ebene ähnlich ambitionierte Ziele, aber per 2050 in der Regel für Netto Null im Gang sind, sodass natürlich bereits 2037 extrem ambitioniert ist. Hat dazu geführt, dass im November 2022 in Basel-Stadt eine Volksabstimmung stattgefunden hat. Und da war im Vorfeld natürlich bereits intensiv diskutiert worden, vor allem auch über Medien. Aber man hat dann im Hinblick auf die Abstimmung auch Flyer in die Haushalte geschickt. Die Parteien haben sich positioniert und gesagt, für was sie eher sind. Man hat beide Vorlagen, also Netto Null 2030 und Netto Null 2037, dem Volk vorgelegt. Und man durfte sagen, welches man wollte. Jetzt hat es sogar ein doppeltes Mehr gegeben. Das heißt, eine Mehrheit hätte sich auch für 2030 entschieden. Da gab es eine Stichentscheidfrage und eine noch größere Mehrheit hat gesagt, nein, lassen wir es gut sein, auch bei 2037 ist genug anspruchsvoll schon. Also, vous avez bien compris, ce processus-là est quand même assez exemplaire et je pense que beaucoup, vous êtes très gentil, vous avez dit au début, je ne voudrais surtout pas ériger la Suisse en modèle, mais en ce qui concerne la concertation des citoyens, je crois qu'on ne peut pas faire mieux, je dois le dire. Merci beaucoup Silvio Tondi. Eva Jenningen ist ebenfalls Deutsche. Ich freue mich sehr, auch auf Deutsch mit ihr reden zu können. Vielen Dank, dass Sie aus Dresden angereist sind, wo Sie zweite Oberbürgermeisterin sind, und zwar ganz besonders eben verantwortlich für Umwelt- und Klimafragen. Sie sind von zu Hause aus Juristin, das finde ich auch interessant, denn vielleicht erklären Sie uns zuerst einmal ein bisschen, wie läuft das denn in Deutschland mit den Konzertationen? Was sind unsere Regeln der obligatorischen oder gewünschten Einbindung, wenn es um Energie- und Klimafragen geht? Also erstmal vielen Dank für die Einladung und für diesen übergreifenden Austausch, den ich sehr wichtig und sehr gut finde. Bei uns ist es so im föderalen System, dass Bürgerbeteiligung eine Pflichtaufgabe der Kommunen ist. Aller Kommunen, möglichst frühzeitig, ich komme dann zu dem Thema frühzeitig noch, und der Staat gibt in bestimmten Verfahren Prozesse vor, bei uns klassisch, das kennen wahrscheinlich alle, Bauleitplanung, also wenn es größere Bauprojekte gibt, gibt es verschiedene Bürgerbeteiligungsphasen. Und das, was wir zurzeit in Dresden gerade machen, sogenannte Wärmeplanung, also klären, wie wird unser Fernwärmenetz dekarbonisiert, was machen wir in den dezentralen, dichteren oder weniger dicht bebauten Stadtteilen, wo wir kein Fernwärmenetz haben, Nahwärmenetze, Wärmepumpen, andere Lösungen. Dieser Prozess ist dem deutschen Bauplanungsrecht nachgestaltet und deshalb erstmal so als Prozess frühzeitige Beteiligung und dann konkrete Planungsstufen bekannt. Aber es geht ja bei Klimaschutz und Energie immer um die Frage, Verständnis zu erreichen, Informationen einzusammeln bei den Einwohnerinnen und Einwohnern, die ihre Stadtteile oft besser kennen als wir in der Stadtverwaltung, und gleichzeitig Planungssicherheit für alle Beteiligten zu schaffen. Wie sind die Gebäude umzustellen? Wann können sie ihre Anlagen was kommt da auf mich so weiter. zu? Ne? Genau. Und deshalb haben wir aus der Erfahrung heraus, dass es frühzeitig immer relativ abstrakt ist. Also man redet erstmal über die technischen Systeme, über das Fernwärmenetz als guten Speicher, über die Dekarbonisierung, über die Maßnahmen unserer Stadtwerke, bei uns ja auch regional angebunden, wenn auch nicht immer ganz einig mit der Stadtverwaltung. Da ist es erstmal sehr abstrakt und dann kommen eher fachlich-technische interessierte Menschen. Und wenn es dann konkret wird und in die Stadtteile geht, um die Frage, was können wir eigentlich machen? Werden wir eine Bürgerenergiegenossenschaft gründen oder
wollen wir uns mit unserem Stadtwerk verständigen, dann wird es konkret. Deshalb dokumentieren wir jede Phase, damit die Menschen auch später, wenn es jetzt konkret wird, wir kommen allmählich in diese konkrete Phase, nachdem wir die technischen Planungsgrundlagen weitgehend geklärt haben, nachvollziehen können, was geschieht und sich dann konkret auch einbringen können. Das wird sehr wichtig sein, weil wir in dem dezentralen Stadtgebiet eben wirklich stadtteilbezogene Formen entwickeln wollen. Die Resonanz ist riesig und immer wenn das Interesse und die Teilnahme der Menschen ist groß. Ja, je konkreter das ist doch wird, wunderbar. Umso größer ist die Resonanz. Wir haben deshalb ganz bewusst auch weitergehende Vorschläge gemacht. Über ein europäisches Förderprogramm mit Dank an die EU werden wir einen Energielotsen installieren, wo Menschen sich Grundinformationen holen können und sich dann genauer beraten können. Und wir hoffen, so kriegen wir die Wende gut in unsere Stadt hin. Vielen Dank für diesen ersten Einblick. Ich glaube, Erziehung und Information ist alles. Denn nur ein gut informierter Mensch kann auch richtig entscheiden. Darum ist es ganz wesentlich, hier anzusetzen. Merci beaucoup donc pour ces deux exemples des territoires germanophones, on va dire. Repassons en France, et pas n'importe où, à la capitale, parce que parmi nous est donc Nicolas Rolland, direction de l'environnement, d'eau et du climat de la métropole du Grand Paris. Alors, monsieur Rolland, 7 millions d'habitants quand même, hein, étendus sur 6 départements, hein, c'est un peu plus grand que Dresden, à peine, donc quand même un véritable défi. Alors comment faites-vous, comment procédez-vous pour impliquer les citoyennes et les citoyens et citoyennes sur votre énorme territoire quand il s'agit de les préparer à la transition énergétique ? Merci beaucoup. Je suis très, très content d'être là avec ce panel important et puis très humble parce qu'en fait la métropole du Grand Paris, ça a beau faire 7 millions d'habitants, c'est la plus petite et la plus récente des métropoles françaises. Elle a été créée en 2016 dans l'enthousiasme des accords de Paris, donc avec beaucoup d'ambition sur les enjeux de transition énergétique. Elle a pris le relais de plus de 20 communautés de communes et communautés d'agglomération. Et puis on avait une particularité en France, c'est qu'il y avait 40 communes qui n'avaient jamais participé à une intercommunalité et jamais discuté ensemble de ces enjeux avec leurs voisins. Je dis jamais, il y avait toujours des choses qui se faisaient, mais en tout cas, l'intercommunalité a vraiment apporté une mise à l'agenda des sujets de transition écologique et énergétique qui faisaient partie des priorités, des compétences et puis des priorités politiques de l'exécutif de la métropole. Alors, le choix qui a été fait, vous l'avez bien dit, c'est quand même 7 millions d'habitants. Pour donner aussi un autre chiffre, il y a 250 employés à la métropole. Donc, par rapport à la taille de cet amphithéâtre, en fait, je pense qu'on pourrait mettre 10 fois tous les agents de la métropole dans cet amphithéâtre. J'aime beaucoup cette modestie qui règne ici, c'est parfait. Et donc forcément, quand on parle d'échange, de formation des habitants, de participation, on ne peut pas faire la même chose que quand on est au niveau communal ou dans une petite intercommunalité. Le choix qui a été fait par Patrick Ollier, qui est donc le président de la métropole du Grand Paris, c'est de mettre en place à la fois ce qu'on appelle la gouvernance partagée, c'est-à-dire que dans l'exécutif, tous les bords politiques issus des élections municipales sont représentés. Et par ailleurs, ce qu'il appelle la métropole des maires. Alors la métropole des maires, on le trouve dans beaucoup d'intercommunalités, ça veut dire que les maires ont un poids très important dans les décisions qui sont prises. Ça veut dire aussi que dans les modalités de concertation, les maires sont mis au cœur des discussions et de la concertation, à la fois sur des documents stratégiques et puis sur les projets concrets. On s'appuie vraiment sur chacun des 130 maires de la métropole, depuis Marne-la-Coquette, 1700 habitants, jusqu'à la ville de Paris, Anne Hidalgo, 2 200 000 habitants. Associer les maires, c'est évidemment essentiel, mais le maire, c'est pas encore le citoyen ou la citoyenne. Donc, c'est eux, les sujets de ces 140 maires qui m'intéressent le plus. C'est vrai, mais ça veut dire que c'est sur eux qu'on s'appuie pour justement faire cette discussion avec ils passent le relais, c'est ça ? Exactement. On passe les relais et le sujet de la gouvernance partagée, c'est aussi important parce que alors ça peut être contesté. Je sais qu'il y a beaucoup d'élus qui sont critiques de ce mode de discussion politique, de gouvernance politique.
mais ça permet sur un certain nombre de sujets de dépasser des questions idéologiques, des clivages politiques, et puis des clivages territoriaux, parce que la métropole du Grand Paris, c'est aussi une métropole qui est particulièrement inégalitaire. On a des différences de revenus, c'est les plus forts parmi toutes les métropoles françaises, et territorialement, entre les Hauts-de-Seine, la ville de Paris et puis la Seine-Saint-Denis, on a à la fois les départements les plus riches et les départements les plus pauvres. Donc forcément, quand vous discutez de projets ou d'enjeux de transition énergétique avec des populations ou des territoires aussi différents, il faut que vous arriviez à trouver le point de compromis ou de consensus qui est juste entre ce qui peut être fait donc dans telle commune ou dans telle autre. Je comprends parfaitement ce maillage politique et aussi à quel point c'est essentiel pour fédérer autour des... Mais vous pouvez encore nous dire quelque chose, donc ce dernier maillon qui est quand même au centre de cette table-là, c'est le citoyen. C'est pas que le maire ne soit pas citoyen ou la maire, mais est-ce que vous mettez des outils à disposition des maires ou est-ce qu'il y a une stratégie pour... Je reprends les exemples qu'on a entendus de Strasbourg, mais aussi de Dresde ou de Bâle, une implication en amont des citoyens. Quand il va se passer quelque chose, ça va du nouveau tram, bon là on est plutôt dans la mobilité, mais surtout quand les réseaux de chaleur, géothermie, peu importe ce qui se passe, les interventions dans leur espace de vie, pour les faire adhérer, accepter, voire supporter ces éléments de la transition énergétique. Je vais donner deux exemples. Monsieur Avcès parlait du conseil de développement. Donc, on a aussi mis en place un conseil de développement qui est une instance où on a 72 habitants qui ont été tirés au sort sur les listes électorales, comme ça se fait souvent, et puis des personnalités qualifiées qui se réunissent régulièrement. Alors là, on n'est pas sur des projets, mais plutôt sur de la stratégie, les documents stratégiques. Et l'idée, c'est de voir... Accompagner toute l'évolution. Et puis nous interroger pour nous faire réfléchir, prendre du recul, aussi changer notre vocabulaire de technicien, parce que parfois, mais ça a été très bien dit par ma voisine notamment, le vocabulaire à la fois politique et puis des techniciens est très éloigné de ce que peuvent... des préoccupations et puis de ce que peuvent comprendre les habitants. Il faut partir des citoyens pour leur parler de leur souci. Qu'est-ce qui va se passer dans mon immeuble? Combien de temps la rue devant mon immeuble va être en construction, etc. Je crois que c'est ça l'accès qu'il faut. Tout à fait. Et puis un deuxième exemple, c'est le partenariat qu'on a depuis 2019 avec Énergie Partagée. Donc Énergie Partagée, c'est une association qui fait des projets citoyens de développement des énergies renouvelables. Donc ça a commencé beaucoup par des projets de solarisation de bâtiments publics. Et donc les habitants forment des collectifs pour implanter des projets de panneaux photovoltaïques sur ces bâtiments. Ils sont accompagnés par des techniciens qui leur expliquent le modèle économique, les contraintes techniques, les contraintes des bâtiments, des classements des monuments historiques, etc. Et voilà. Et donc on fait ça sur les panneaux photovoltaïques depuis 2019 et depuis l'année dernière, même depuis 1 an et demi maintenant, sur les projets de géothermie, notamment géothermie de surface. Alors on n'est pas encore sur les projets de géothermie surtout l'expérience de la Venteno. Hein. Merci beaucoup, Monsieur Roland, pour cette première aperçu. Et je me rappelle d'avoir fait il y a 20 ans un séminaire sur le management of change. Et l'essentiel de tout ça, là c'était pour les entreprises privées, mais c'est pareil, l'essentiel pour qu'un changement réussisse dans une entreprise, par exemple, c'était jamais la question technique, jamais la question financière, c'était toujours le facteur humain. Si on arrivait à motiver les troupes pour supporter le changement qui s'imposait ou que la direction voulait imposer, là, la réussite était garantie. Donc, je pense que c'est vraiment le facteur le plus essentiel. Je suis ravie de vous présenter la dernière participante de notre ronde. Elle est directrice générale de Aster Énergie, société mixte, un opérateur local de distribution de gaz, de réseaux de chaleur et autres, ici à Strasbourg et ses alentours, Martine Mack. Alors, vous êtes donc si j'ose dire, quelque part entre le politique et les citoyens, on pourrait vous placer ici, vous êtes l'opérateur. Alors, comment vous faites pour rendre les nuisances relatives aux travaux qui succèdent à la transition énergétique plus supportables pour les habitants des territoires dans lesquels vous intervenez? Alors merci, bonjour à tous et à toutes. Vous l'avez dit tout à l'heure, la notion de concertation citoyenne, elle se fait à 2 niveaux. Les documents stratégiques, ça a été évoqué, les documents de planification, et au bout d'un moment, il faut transformer la planification en un projet
réelle. Et c'est là qu'effectivement on joue un rôle. Vous avez cité les travaux de vous-même dans le cadre des réseaux de chaleur, effectivement. Marc pourrait en parler. C'est quelque chose qui est assez bien compris dans la concertation stratégique, hein. La décarbonation à travers les réseaux de chaleur, la récupération de la chaleur fatale, même si ça prend du temps, hein. Ça n'est pas si simple que ça pour un citoyen de comprendre que finalement l'industrie, et c'est le cas à Strasbourg, hein, l'industrie qu'il voit un peu plus loin, qu'il voit parfois pas forcément d'un très bon œil, au final, cette industrie, elle va produire une chaleur qui va lui bénéficier et du point de vue de la planète et du point de vue de son porte-monnaie, parce que c'est quand même les deux sujets du citoyen. Donc ça fait partie de la concertation, mais ça, c'est le job de Marc. Moi, c'est une fois qu'ils ont décidé, il va falloir ouvrir la rue. Et les réseaux de chaleur, c'est 2 tuyaux, c'est 2 jolis tuyaux, et c'est un certain nombre de nuisances. Il faut quand même... Il faut appeler un chat. Citez-les pour qu'on comprenne. Voilà. De quelles nuisances on parle. Donc, le soin, et je vois d'ailleurs que les élus, ils sont de plus en plus attentifs, et je le comprends. Vous pourrez certainement conforter le fait que quand ça se passe mal, vous avez les citoyens directement à votre porte. Il y a une méthode à mettre en place, et cette méthode, vous l'avez aussi dit, elle dépend des êtres humains. On a, nous, fait le choix de se doter d'un dispositif qu'on appelle le médiateur travaux. Donc c'est une personne qui est identifiée pour et qui n'est pas que là pour expliquer le jour où la pelleteuse arrive, bah oui, je suis désolée, vous ne pouvez pas rentrer, votre déménagement n'est pas possible, parce que ça c'est un échec, hein. Ça c'est une explication du problème, ça ne sert à rien. Lui, il est là pour très en amont, et quand je dis en amont, c'est plusieurs semaines, hein, identifier avec déjà les services de la ville, parce que c'est eux qui connaissent par exemple s'il y a des problématiques événementielles. Hein, je dis une chose bête, les courses de Strasbourg, des fêtes de quartier, la fête, etc. Non mais tout compte, hein, le loisir aussi ça compte. On travaille aussi avec les commerçants, parce que là aussi il faut quand même les prévenir. On travaille avec les écoles, avec le club de basket local, si on coince l'accès au gymnase. Donc il engrange un maximum d'infos pour essayer de voir comment organiser les travaux de façon la moins préjudiciable. Et ça porte ses fruits. Certains commerçants disent, bon ok, si de tel jour à tel jour on est fermé, nous on va en profiter aussi, on va fermer, on va faire d'autres choses. Voilà, donc ça prend du temps, c'est clair. Il faut accepter de jouer le jeu. Il faut accepter de dédier des personnes pour ça. C'est pas forcément dans l'ADN de tout le monde, parce qu'il faut appeler un chat, ça a un coût. Mais je pense que collectivement, on en est gagnant. C'est bénéficiaire à la fin. Ouais, je crois que cette idée d'anticiper, impliquer, et tout ce temps et l'énergie et l'argent qu'on investit à ce stade-là de l'implantation d'un projet, c'est jamais de l'argent perdu. Parce que si après ça fonctionne, il n'y a pas de mobilisation contre, les gens acceptent, et ils vont traiter tout ça en se disant oui, j'ai été informé en amont, je crois que ça ne peut pas être l'argent perdu. Et si vous me permettez, ça permet aussi de se rendre compte que malgré toutes les concertations qui sont toujours faites de très bonne qualité, les gens ne comprennent pas toujours ce que c'est. Très franchement, on l'a vu quand on a déployé la SEM à opération unique Strasbourg-Centre, c'est là qu'on a déployé ce dispositif, parce qu'il est en pleine ville, centre-ville, c'est vraiment très tendu. On s'est rendu compte que, en fait, un réseau de chaleur, ouais, je comprends, mais vaguement, quoi. Il y a eu un vrai besoin d'explication. Ça veut dire quoi? Ça fonctionne comment? Pourquoi il y a 2 tuyaux? Ça a l'air idiot, hein. Pourquoi il y a un tuyau d'amener d'eau, un tuyau de sortie d'eau? Et donc, on a fait toute une pédagogie aussi. Et ça, je pense que ça concourt aussi à garantir une meilleure réussite des concertations à venir, et il y en aura d'autres, sur la transition énergétique, parce que ça permet aux gens de comprendre concrètement c'est quoi la transition énergétique. Je comprends parfaitement. Tout de suite, je voudrais juste, avant de donner la parole, dites encore très concrètement, vous dites, donc on s'est rendu compte qu'il y a un besoin d'explication en amont, d'éducation en fait, mais vous le faites comment? Flyer dans la boîte aux lettres? Moi j'habite à Strasbourg et je ne sais pas combien, il y a énormément de flyers qui me demandent de participer à telle ou telle réunion, etc. Il y a peut-être encore d'autres moyens que vous avez trouvés pour intéresser le citoyen et la citoyenne à ce propos? Oui, alors il y a effectivement le flyer, il y a le fait d'avoir, si vous voyez certains de nos travaux, à un moment donné, il y a forcément des barrières, et donc c'est un support de communication. Donc il y a des panneaux, on explique avec des dessins, il y a des visites aussi qui sont organisées. Alors, ça marche très bien, des visites de chantier. Alors, pas visite de chantier, parce qu'il y a quand même des sujets de sécurité, mais comprendre d'où vient la chaleur.
comment elle est produite. Donc on organise des visites, y compris avec les scolaires. J'ai beaucoup de casquettes, moi je parle beaucoup du biométhane. On se rend compte que les journées entre guillemets portes ouvertes sur les sites de méthanisation, c'est un succès incroyable. Et ça a d'ailleurs contribué, enfin Marc peut peut-être le confirmer, à l'acceptabilité du citoyen de la fameuse borne avec les biodéchets. Parce que les gens y comprennent. Voilà. Tout à fait, on en parle. Monsieur Tandy. Ja, gerne. In Anlehnung an die Ausführungen, die gemacht wurden, eine Ergänzung zu dem, was ich vorhin gesagt habe. In der Schweiz oder jetzt im Konkreten in Basel-Stadt war das natürlich jetzt 22 der Beginn des Prozesses. Das heißt, auf der visionären, strategischen Ebene, dass man gesagt hat, Netto Null 2037, das kommt in der Verfassung. Aber nachher passiert natürlich noch unglaublich viel, indem diese Strategie dann auch tatsächlich in Maßnahmen umgemünzt wird, dann die operativen Arbeiten in den Quartieren, in den Stadtteilen stattfinden. Und dort sind diese Mitwirkungsprozesse natürlich auch ebenso matchentscheidend. Nur hatten wir dadurch, dass die Bevölkerung von Beginn an quasi grünes Licht für eine bestimmte Stoßrichtung gegeben hat, haben wir viel die größeren Garantien, dass dann gewisse Dinge dann auch umgesetzt werden könnten. Wir hatten im Übrigen auch bei dieser Volksabstimmung selbstverständlich bereits ein Preisetikett hinter dem Ganzen, nämlich dass das Ganze 3 Milliarden Franken kosten würde und über diese mehreren Jahre bis Jahrzehnte dann pro Jahr die Bevölkerung 200 Millionen Franken kostet. Und dann geht es im Detail darum, wir sagen, okay, wie werden die eingesetzt? Wir müssen zum Beispiel, wir wollen ein Fernwärmenetz realisieren, ein CO2-neutrales in Etappen. Und das bedeutet, dass in bestimmten Quartieren dann tatsächlich auch Bauarbeiten stattfinden. Und dort muss man die Bevölkerung an Bord nehmen, erklären. Aber man kann immer darauf verweisen, ihr habt uns eigentlich in eine bestimmte Richtung geschickt. Und das ist dann wesentlich einfacher auch für das Verständnis. Absolut, ich glaube auch, das ist so ungefähr der größte Vorteil überhaupt, wenn die Initialzündung aus der Bevölkerung kommt. Das ist natürlich eine Situation, da können wir Sie alle nur für beneiden. Ich möchte gleich nochmal für Dresden weiterfragen, wie würden Sie denn sagen, Sie sagten eben, es würde gut ankommen, können Sie das noch ein bisschen detaillieren, wie Ihre Informations-, Erziehungs-, Bildungs- und Integrationsmaßnahmen aufgenommen werden von der Dresdner Bevölkerung? Also mit großem Interesse, aber kontrovers. Wir sehen es aber nicht als Erziehungsmaßnahmen, sondern wir sehen es als Staat, als einen Diskurs auf Augenhöhe, als ein gegenseitiges Lernen. Und wir wollen ja die Bürgerinnen und Bürger, alle, die in der Stadt agieren, auch die Unternehmen, auch als Akteure haben, weil wir wissen, Energiewende, bezahlbare, dezentrale Energieversorgung mit ihren neuen Strukturen gelingt ja nur, wenn viele mitziehen, und wir machen es nicht von oben, auch wenn es bei uns natürlich genauso ist. Auch wir müssen über Baumaßnahmen dann kräftig aufklären und das in den Stadtteilen vor Ort erklären. Und da gibt es dann natürlich die meisten Nachfragen, wenn es um das Konkrete geht. Aber letzten Endes geht es um die Frage der Zielsetzung. Auch bei uns ist es so gewesen, während wir an unserem neuen Klimaschutzkonzept gearbeitet haben. Dresden hat seit 2013 schon eins gehabt. Wir sind schon sehr lange im Klimaschutz. Ein integriertes Klima- und Energiekonzept genau Dresden, so. Richtig? Wir sind schon sehr lange im internationalen Klimabündnis Mitglied. Gab es bei uns ein Bürgerbegehren aus der Bürgerschaft von Dresden Zero. Das ist eine deutschlandweite Initiative German Zero, die überall auf Klimaneutralität 2035 abzielen. Dieses Bürgerbegehren hat unser Rat dann beschlossen, sodass es nicht zu einem Bürgerentscheid gab. Das ist in Sie haben also im Sachsen Vorfeld möglich. zugestimmt sozusagen, Ja. kann man das so sagen? Ja, wir haben gesagt, also der Rat hat dann beschlossen, das neue Konzept soll das Ziel Klimaneutralität 2035 bis 2040 haben. Das war ein Kompromiss. Und 30 haben die Schweizer daraus gemacht, etwas präziser. Tatsächlich war es bei uns so, dass wir dann im Konzept gesagt haben, 2040 schaffen wir. Wir sind vielleicht nicht ganz so weit wie Sie aus verschiedenen Gründen. Und wir wollen das beschleunigen und wollen für die Maßnahmen der Stadtverwaltung selber, also was wir mit unseren Verwaltungsgebäuden und Schulen und so weiter machen, 2035 anstreben. So liegt das Konzept jetzt vor. Es ist fachlich unumstritten. Aber wir haben natürlich auch eine starke rechte Bewegung, die sagt, Klimaschutz ist nicht so wichtig, wir passen uns an, pflanzt ein paar Bäume mehr. Vielleicht gerade noch für die, wenn Sie sagen, eine rechte Bevölkerung, wir reden hier von der Alternative für Deutschland, die größte Oppositionspartei heute im Deutschen Bundestag, also das, was hier mit der Partei von Marine Le Pen zu vergleichen wäre. Und die sind natürlich leider oftmals nicht für die Klimaschutzmaßnahmen zu erwärmen. Genauso
ist es. Es hat sich bei uns im Osten noch ergeben, dass sich die linke Partei gespalten hat und dort eine neue Gruppe entstanden ist, Bündnis Sarah Wagenknecht, die auch sozusagen von der linken Seite her am menschgemachten Klimawandel zweifeln, sodass es relativ schwer ist, Mehrheiten zu finden. Aber wir werden die Diskussion weiter vorantreiben und ich glaube, gerade in diesen konkreten Projekten, in dezentralen Nahwärmenetzen, also bei uns auch nicht Tiefen, sondern Oberflächengeothermie, in bürgerschaftlichen Engagement zeigen wir den Menschen, dass es bezahlbar ist und dass es eigentlich die Versorgung sozial bezahlbar und sozial verträglich macht. Und damit glauben wir, werden wir überzeugen. Also wir führen sozusagen aus dem praktischen Engagement, aus dem praktischen gemeinsamen Tun, versuchen wir die Unterstützung für den konzeptionellen Ansatz, in dem sich die Stadtverwaltung einig ist, aber noch nicht der Stadtrat, zurück und versuchen, das zu verstärken. Also ich glaube, der Ansatz scheint mir sehr richtig zu sein. Peut-être encore un mot, comment ça se passe à Paris et à Strasbourg. Vous aussi, vous direz que l'implication des citoyens et des citoyennes est au niveau souhaité. Strasbourg et Paris, je vous laisse... Allez-y, Marc, commencez. Oui, peut-être... Et Monsieur Roland. Peut-être compléter par rapport à ce que nous essayons de mettre en place, projet par projet. Parce qu'effectivement, il y a l'implication citoyenne. Il y a l'implication citoyenne stratégique, ça a été dit, on le distingue bien. Donc effectivement, expliquer la stratégie territoriale, la co-décider, la co-définir avec les citoyens et les citoyennes. Mais après, il y a les projets qui arrivent. Les projets, des objets de production énergétique qui viennent sur le territoire. C'est quand même ça, concrètement, la transition énergétique territoriale. Et là, nous sommes en train d'élaborer ce qu'on appelle un accompagnement nouveau des porteurs de projets, qu'on appelle Enerscope, qui est une démarche qu'on va proposer aux opérateurs très en amont de leur projet, dès lors qu'ils en ont l'idée et peut-être le terrain cible. Super, et donc, les accompagner dès le début. Et c'est quoi la méthode? C'est mettre d'emblée autour de la table ce qu'on appelle, nous, la communauté énergie. La communauté, c'est-à-dire l'ensemble des parties prenantes concernés par un projet. Donc c'est à la fois les scientifiques, les associations naturalistes, les riverains, dès lors qu'on connaît le terrain d'assises, d'assiettes est concerné, les élus, les agents de la collectivité et les opérateurs, et l'opérateur évidemment concerné. Et nous allons proposer, alors elle est en cours de définition cette méthode, nous allons proposer aux opérateurs qui viendraient sur le territoire, dont on serait informé de la velléité de venir développer un projet sur notre territoire, nous allons proposer cette méthode, de venir s'insérer dans ce groupe des parties prenantes locales, citoyennes, pour enrichir son projet, pour le comprendre, pour que lui, en tant qu'opérateur, puisse comprendre les enjeux et donc faire en sorte que ça n'aboutisse pas au tribunal. Voilà. Qu'on a déjà la perspective de l'autre dans son propre focus. Et donc dire, et puis on fait le pari que ça va l'enrichir, son projet. Ça va le faire, ça n'enlève rien à la procédure. La résistance ça n'enlève rien à la procédure réglementaire, bien sûr. Il va falloir qu'il franchisse études d'impact, enquête publique, machin, etc. Évidemment. Mais en tout cas, son dossier, s'il accepte, c'est volontaire, hein, c'est volontaire, il n'y a aucune obligation, mais s'il accepte, son dossier, il sera meilleur, il sera mieux accepté, et c'est ça aussi, et les citoyens seront impliqués. Paris. Alors moi, comme vous avez évoqué les vents mauvais politiques en Allemagne, je voulais, et qu'on a parlé d'énergie renouvelable et de bâtiments, je voulais prendre un autre sujet de l'actualité qui était la zone à faible émission. Pour remettre un peu pour les personnes qui suivent moins ce sujet, c'était une des mesures des lois Grenelle, donc fin des années 2000. Ça fait quand même donc plus de 20 ans qu'on traite sur ce sujet, qui est développé dans des pays européens depuis 30 ans. Et puis, comme vous le savez, on a calé à l'Assemblée nationale ces dernières semaines. Les parlementaires ont décidé de supprimer ce dispositif qui vise non seulement à améliorer la qualité de l'air, mais aussi à participer à la décarbonation des mobilités. Aux grandes dames de tous les écologistes de France. Hein. Exactement.
L'approche, donc certaines métropoles écologistes notamment sont très engagées sur les sujets de concertation, ont mené des débats publics avec la Commission nationale du débat public, ont mené beaucoup de choses. À la métropole du Grand Paris, on a surtout travaillé avec les têtes de réseau, donc les associations locales, les syndicats, les chambres professionnelles, pour trouver les modalités qui permettaient d'accepter une mesure qui est quand même qui a un impact extrêmement fort sur les mobilités de certaines personnes, même si en région parisienne on a un réseau de transport en commun très développé et donc on a plus de 75% des déplacements qui se font à pied ou en transport en commun déjà, en vélo de plus en plus. Et donc globalement, on avait un taux d'acceptabilité locale qui était assez fort. C'est-à-dire qu'à la fois quand on faisait des sondages auprès des habitants de la métropole, y compris d'ailleurs de la région Île-de-France, on avait des taux de gens en faveur des ZFE qui étaient assez élevés. On avait les représentants des fédérations professionnelles, ce qui est toujours difficile, y compris les fédérations du bâtiment, qui râlent très souvent sur ce type de mesures, qui nous disaient non mais alors tant qu'on n'est pas à l'interdiction du diesel, qui était un sujet important, mais en tout cas pour l'étape d'interdiction des critères 3 qui était très favorable. Et puis on voit une mobilisation contraire extrêmement forte au niveau national et le résultat c'est que même des collectivités qui sont volontaires où ce type de dispositif est voté par les maires de manière extrêmement forte en conseil métropolitain, même si les sondages auprès de la population sont plutôt positifs, en fait on est empêché de faire quelque chose. Et c'est un peu le sujet que je voulais mettre autour de la table aujourd'hui, c'est comment est-ce que on arrive dans nos dispositifs de concertation de la population à la fois montrer un niveau d'acceptabilité qui ne transparaît pas du tout dans le message médiatique global, parce que quand même, alors avec beaucoup de populisme et beaucoup d'utilisation de chiffres qui sont totalement faux, mais malgré tout, il y a un message dominant dans la presse française qui montre, sur tous les plateaux télé, dans tous les journaux, qui montre la difficulté de mettre en place une mesure qui est en œuvre depuis 30 ans dans d'autres pays, y compris des pays latins, etc. Pour représenter un tout petit peu le média aujourd'hui, parce que je suis dans la vie normale journaliste de Arte, je voudrais quand même nuancer un peu. Tous les journaux et toutes les télévisions, sûrement pas. D'ailleurs, pour la mienne, pour parler, je crois qu'on a un regard très très différencié sur ce dossier. Mais je comprends évidemment ce que vous voulez dire. Bien sûr, les médias participent parfois à la dominante. C'était quand même assez critique. C'est-à-dire, on n'a pas réussi ni avec les médias qui portent une voix un petit peu différente, ni avec les scientifiques, ni avec les médecins, ni avec les personnes qui sont impliquées dans ces démarches-là, à convaincre qu'il y avait quand même une voie de passage sur ce type de mesures dont on a besoin dans les années qui viennent. Absolument. Là, j'ai parlé de qualité de l'air et de mobilité, mais je pense que sur tous nos sujets, on va avoir besoin d'un effort de pédagogie encore plus grand. Je vous renvoie tout de suite à la plénière qui aura lieu demain matin entre 10 et 11, philosophique, avec André Comte-Sponville et Salomon Saké, où nous allons entre autres parler de ce combat entre l'économie et l'écologie, parce qu'on est exactement dans ce gouffre-là. Si vous le permettez, je voudrais encore aborder une dernière thématique qui est celle de la méthanisation, parce que d'ailleurs, vous avez plein de choses à dire à ce sujet, Martine Mac, et puis surtout que je trouve ça, c'est vraiment une mesure, pour l'avoir vécu ici à Strasbourg, sur le territoire, qui fonctionne, moi je trouve, de feu de Dieu. Depuis quelques mois, la mairie nous a tous équipés avec des petites poubelles marron et avec des sacs recyclables qui vont avec. Ils ont mis à 50 mètres de chaque foyer des collectionneurs, donc des biodéchets. C'est extraordinaire. Ma poubelle ne se remplit plus parce que je mets maintenant tout aux biodéchets. Et je sais que quelque part, je participe à la transition énergétique. Voilà une mesure qui me semble extrêmement bien marcher, ou alors je me trompe. Alors, je pense que là, Marc Ossès à nouveau répondra mieux que moi sur le sujet biodéchets. Moi, je vais être plus en aval, entre guillemets. S'il vous plaît. Puisque vous avez raison, la récupération des biodéchets de la zone eurométropolitaine, ça va dans un joli méthaniseur qui est aussi sur la zone eurométropolitaine, à Oberschöffelsheim. Je crois d'ailleurs que ça faisait l'objet d'une visite, hein, c'est le site de Metavos. Oui, les multiples visites qui ont lieu lors des assises. Et ça se transforme dans un joli gaz qui, lui, est directement injecté dans les tuyaux que nous gérons, nous, et qui donc
tire bénéfice, en tout cas aux citoyens, en tout cas à ceux qui font le choix d'acheter après un contrat gaz qui met en valeur ce gaz produit localement. Ça ne m'appartient pas, c'est un fournisseur. On produit un peu son propre gaz d'une certaine voilà. façon. En tout cas, c'est vrai que c'est très intéressant. Ça contribue au modèle délocalisé de l'énergie. Très clairement, ça fonctionne bien, même très bien. Nous, en tant que distributeurs, on a beaucoup communiqué sur la méthanisation et surtout sur le devenir du biodéchet, de ce qui se passe dans la méthanisation, de l'injection dans le réseau. Et comme je l'ai dit, on ouvre assez facilement. Alors, ce n'est pas nos installations à nous. Nous, on a juste le poste d'injection, c'est tout petit. Mais globalement, les gens qui portent les méthaniseurs sont des gens très, très ouverts. En général, les projets se sont bien passés. On n'a pas eu de... On a eu un sketch. Il n'y a pas de résistance. Il y a quelques années, pas sur le territoire de l'Eurométropole, un tout petit peu plus à l'ouest, un méthaniseur n'a pas pu s'implanter. Après, on ne refait pas l'histoire. Est-ce que la concertation s'est bien faite? J'en n'en sais rien, je ne me permets pas de juger. Mais globalement, la plupart des méthaniseurs aujourd'hui qui sont présents sur la zone, moi j'ai 122 communes de desserte, j'ai 6 points d'injection, donc 6 méthaniseurs, ils sont très bien acceptés et ils jouent vraiment le jeu de l'ouverture de leurs portes. Et ça connaît un succès assez impressionnant. C'est presque le rendez-vous familial de la visite, une fois dans l'année, d'aller voir ce que ça donne. Tout à fait. Comme il nous reste encore un bon quart d'heure, je voudrais quand même vous donner la possibilité de questionner aussi notre formidable panel. On va faire un dernier tour un peu en guise de mot de fin avant d'ouvrir vers le public. Marc, à vous de commencer. Je sais que vous voulez dire des choses sur la méthanisation et c'est formidable, des petits collectionneurs que nous avons partout. Oui, c'est l'exemple parfait de l'implication citoyenne et de la compréhension citoyenne, de la transparence. C'est quand un geste citoyen se traduit ensuite en bénéfice citoyen direct. Et là, effectivement, les Strasbourgeois et les Strasbourgeoises, les habitants et habitantes de l'Eurométropole peuvent se dire, ben voilà, je dépose mes biodéchets et je peux contractualiser et acheter le biogaz à travers mon contrat de chauffage. Et donc, je peux me chauffer avec les déchets que je dépose. Voilà. Et donc, effectivement, ça ouvre tout le champ de l'implication des citoyens directement dans les projets. On a par exemple à Strasbourg les brasseurs d'énergie qui sont un collectif citoyen qui effectivement font de l'investissement et s'intéressent à participer et en tirer effectivement un bénéfice qui est minime parce que évidemment la rentabilité et les perspectives de retrouver ces sous sont quand même assez lointaines, mais c'est voilà, c'est une forme d'implication citoyenne parce que c'est les citoyens qui eux-mêmes parlent aux citoyens de leurs enjeux, de ces enjeux-là. Et ça, c'est aussi une forme tout à fait à privilégier. Je crois que c'est assez la formule magique, intervenir en amont, anticipation, information, concertation, et ça tout au long du processus, parce que c'est ça la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, la place des citoyens. Peut-être encore des jolis exemples ou Illustrations côté suisse, cher Monsieur Tandy. Genau, also ich möchte nicht einzelne Beispiele hervorheben, obwohl es die sicher auch gibt, aber ich würde generell sagen, dass natürlich die Digitalisierung, die Mechanisierung, die Innovationsfähigkeit in diesem Sektor tatsächlich der Bevölkerung, der einzelnen Person, dem einzelnen Haushalt Vorteile bringen kann, was wiederum einen Vorteil darstellt, dass man nicht nur aus ideologischen Gründen jetzt das Netto-Null-Ziel verfolgen will, um den Klima generell zu schützen, weil diese Opposition, die natürlich in Deutschland und Frankreich existiert, gibt es selbstverständlich auch in der Schweiz. Vielleicht manifestiert sie sich etwas stärker auf nationaler Ebene, etwas weniger im Kanton Basel-Stadt, aber auch dort gibt es skeptische Stimmen. Nicht alle Vorlagen kommen auch bei der Bevölkerung durch, also man kann da nicht einfach blindlings in etwas reinrennen. Und ich glaube tatsächlich, dass mit der Digitalisierung, indem man aufzeigt, wo die einzelnen Vorteile auch liegen, für einen selber, ein Stück weit etwas egoistisch, die Bevölkerung auch gewonnen werden kann und zu sagen, ja, macht eigentlich Sinn. Und dazu kommt noch, dass wir für das Klima auch tatsächlich etwas machen. Aber beim eigenen Portemonnaie und beim eigenen Interesse ansetzen, ich glaube, das ist menschlich, das richtig zu machen. Vielen Dank dafür. Bevor ich das Wort an Dresden weitergebe, möchte ich vielleicht auch noch sagen, was Sie sagen mit der Digitalisierung ist wichtig, weil in diesem großen
Kampf, sage ich jetzt mal so, oder dieser Bataille, die Menschen mitzunehmen, spielen ja auch die sozialen Netzwerke eine ganz große Rolle. Da sind sie ja auch und nicht nur die Jungen. Facebook ist inzwischen Oldbook, da gibt es fast keinen Jungen mehr. Benutzen Sie in Dresden zum Beispiel auch ganz spezifisch Strategien für soziale Medien, kleine witzige Videos zum Beispiel, die Menschen für eine kommende Innovation im Transitionsbereich interessieren, sie zum Schmunzeln bringen, sie informieren. Gehört das mit zu Ihrer Strategie in Dresden? Ja, wir haben damit angefangen, aber wir sind noch nicht gut genug als Stadtverwaltung. Genau. Wir agieren noch zu Grinch, sehr, wie wir Ältere wissen, dass wir es meistens brauchen. Wir agieren noch zu sehr als Staat, aber wir haben ja auch Partner in der Bürgerschaft. Und da nach deutschem Recht die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, also den nachfolgenden Generationen, wo ja unser Verfassungsgericht auch völlig zu Recht gesagt hat, das Klimaschutzziel ist gerade zur Wahrung von deren Interessen auf Zukunft wichtig, haben wir viele Partner, die sozusagen mit uns werben und das teilweise schöner machen als unsere eigene fachlich ausgerichtete Öffentlichkeitsarbeit. Und das ist gut so, weil es ein gesellschaftlicher Prozess ist. Genau. Dresden ist ja Teil der EU-Mission 100 klimaneutrale und schlaue Städte. Also in Deutschland sind wir 9 Städte. Weiß, es gibt einige in Frankreich auch, mit denen wir uns sehr gerne austauschen. Und dadurch haben wir im Grunde in der Stadt auch Verträge gebildet mit Unternehmen, mit sozialen Körperschaften, Kirchen, große Verbände. Unser lokaler Fußballverein, der sehr beliebt ist, hat es mit unterschrieben. Und Dynamo Dresden. Genau. Und die fangen an, mit für diese Ziele zu werben. Und das ist sehr produktiv. Dennoch erreichen wir viele Menschen noch nicht genügend, die einfach Angst vor diesen großen Veränderungen haben und die auch erleben, das, was wir an infrastruktureller Veränderung brauchen, also zum Beispiel den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und der Betrieb, der ist staatlicherseits nicht genügend finanziert. Also wir haben natürlich immer wieder in diesen Finanzierungskonflikten, die eine Stadt bei allem Engagement nicht alleine lösen kann. Das wird überall in unseren Ländern so sein. Wir erleben dann immer wieder Rückschläge, die den Widerstand, die Angst vor den Veränderungen dann verstärken. Und das ist natürlich ein Problem, weil wir brauchen eine kontinuierliche Finanzierung, ein kontinuierliches Durchhalten der Klimaschutzaufgaben, weil Infrastrukturaufgaben, letzter Satz, müssen eben rechtzeitig angepackt und dann mit den Menschen auch durchgezogen werden. Genau, und gerade bei Infrastruktur und Langfristigkeit sind wir in Deutschland gerade wirklich nicht brillant. Um es ganz kurz zu sagen, ich glaube, es gibt 7000 Brücken, die erneuerungs- oder reparatursbedürftig sind. Wir haben gerade eine verloren in Dresden, wie man weiß. Wie wir leider alle wissen, da ist eine zusammengestürzt. Insofern ist es immer eine Frage der Priorisierung, aber ich glaube, zumindest hier in diesem Rahmen sind wir uns alle klar, so wichtig Verteidigungspolitik und Infrastruktur ist, Klimapolitik darf auf keinen Fall das Opfer sein, wenn es um Finanzierung auf munizipale Ebene geht. Es ist einfach das wichtigste Investissement in unsere Zukunft von uns allen, gerade intragénérationnel. Le mot de fin de Paris, Monsieur Rolland. Sur la thématique qui vous plaît. C'est gentil, merci. Moi, je pense que ce qui est important pour les prochaines années, c'est d'arriver à valoriser des récits des habitants. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit les pouvoirs publics qui parlent aux habitants, c'est plutôt arriver à faire l'inverse. C'est-à-dire que les habitants nous disent oui, c'est possible. Alors, ça a été bien montré par les témoignages précédents. C'est possible, vous pouvez le faire dans telle et telle condition. Voilà ce dont j'ai besoin pour pouvoir changer mes habitudes. Je suis convaincu, je sais qu'il y a beaucoup dans cette salle qui sont convaincus aussi que les habitants sont plus prêts que les décideurs parfois, notamment les décideurs techniques qui ont leur approche voilà, peut-être un peu prudente par moment. On se dit est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver. Je suis persuadé qu'en étant à l'écoute des habitants, en leur permettant d'exprimer la manière dont ils trouvent les trucs pour répondre aux nouvelles contraintes qu'on va leur mettre dans leur vie de tous les jours pour réussir cette transition énergétique, c'est eux qui vont nous montrer toutes ces voies de passage, etc. Je pense que c'est ça mon... Je trouve que c'est une excellente perspective, c'est que l'initiative devrait venir en fait à la base et ensuite vous vous mettez avec toute votre savoir-faire
à l'exclusion. Ça ne marche pas toujours comme ça, mais parfois on peut aussi souffler des idées aux associations qui font à ce que ça revienne dans cette façon-là. C'est sûr que la façon la plus sûre et certaine pour qu'une innovation fonctionne. Hein. Et notamment, on sait qu'on a un enjeu de justice sociale lié à la transition énergétique, et donc le fait de vraiment permettre aux habitants modestes de participer, de s'exprimer, d'avoir compris évidemment avant là où on essaie de les emmener et quels sont les enjeux, y compris pour leur portefeuille direct ou leurs conditions de vie, la canicule en été, c'est probablement un enjeu extrêmement fort. Tout le titre de ces assises, l'énergie, un bien commun. Le mot de fin à vous, Madame Mack, avant que nous prenions donc quelques questions dans la salle. Je vous en prie. C'est brillamment introduit, merci. Je voulais commencer par ça. L'énergie est un bien commun, mais je voudrais aussi dire que l'énergie, selon la pyramide de Maslow, c'est quelque chose de quasi essentiel. Il ne faut jamais l'oublier. Et donc, de facto, pour moi, la transition énergétique ne peut pas se faire sans les citoyens. Moi, j'ai une voix d'opérateur. Partant de ce constat, je dirais que les opérateurs, comme moi, comme plein d'autres, ils doivent absolument ne pas considérer que la concertation n'appartient qu'aux politiques au sens large et qu'ils ont une responsabilité qui, à mon sens, elle est double. Je rejoins Marc Offsès, la première responsabilité, c'est de s'ouvrir aux propositions et aux enjeux de l'ensemble des parties prenantes. Et donc, moi, je dis, en gros, adopter la phrase de Monsieur Michelin. Vous avez connu Monsieur Michelin, tout le monde connaît Michelin. Il avait une phrase très importante. Il ne disait jamais pourquoi. Il disait pourquoi pas. C'est un état d'esprit, c'est une attitude. Et ça, pour moi, c'est la responsabilité des opérateurs. La deuxième responsabilité, parce que je pense qu'on en a deux, c'est d'informer en continu. On n'informe pas que parce qu'on a envie de sortir le projet maintenant, là, tout de suite. On informe avant, pendant, après. Et parfois, on informe ailleurs, parce qu'on a une responsabilité aussi de montrer ce qui se passe bien. Excellent. Donc moi, mon mot de la fin, ce serait de ne pas considérer que c'est réservé aux politiques. L'opérateur économique, il a une double responsabilité et il faut la jouer à 100%. Merci beaucoup et que tous les opérateurs entendent votre cri de cœur. Et sur cela, j'ouvre donc, là, je vois tout de suite une main, et c'est Sophie de l'agence Indigo qui va gentiment... Hop, je vais vous aider. Passez le micro dans la salle. Merci Sophie. Merci de vous présenter avant de poser votre question. Un grand merci, vraiment passionnante. Je m'appelle Hannah Moat, je suis médiatrice que j'applique au sujet de transition. Je voudrais revenir à des sujets d'actualité. Il n'y a pas une semaine qui passe où il y a un pays européen, où il y a un parti politique qui se prononce contre les énergies renouvelables, des partis qui prennent de plus en plus des majorités. Je pense qu'on est dans un moment dans la transition énergétique extrêmement sensible. Moi, je voudrais faire une invitation aux invités ici de vraiment débrider la créativité et nous donner une ou deux idées tout fous de qu'est-ce qu'on peut faire en plus, parce qu'on parle beaucoup de concertation, mais que faire en plus, parce que la concertation, elle est obligatoire dans les projets de transition énergétique depuis 20 ans. Que faire de plus? Quel dispositif? Lançons la créativité. Merci. Mon idée, ce sera associer la joie de vivre à toutes ces choses-là, de comprendre qu'il y a une meilleure vie à la fin. Il faut aussi de l'humour, il faut des choses un peu débridées, pas seulement de l'information technique. C'est ma petite réponse et je vous invite à en donner une autre, s'il vous plaît. Ich denke, sehr, sehr wichtig und vielleicht sogar matchentscheidend ist das Stichwort Zusammenarbeit. Gerade in Zeiten, wo jetzt vielleicht das Commitment etwas bröckelt für diese Veränderungsprozesse, ist es wichtig, dass man mit den Best Cases vorangeht, dass man zeigt, wo das die Mehrwerte sind, dass man zusammenarbeitet. Wir im Kanton Basel-Stadt arbeiten mit 4 weiteren Nordwestschweizer Kantonen an einer gemeinsamen Klimastrategie, nebst der eigenen, die wir haben. Wir haben auch in der Kooperation grenzüberschreitend am Oberrhein mit Deutschland und Frankreich entsprechende Maßnahmen jetzt ergriffen, eine gemeinsame Klima- und Energiestrategie entwickelt. Je breiter, dass es gelingt, irgendwie das Thema zu verankern, politisch weiterzuentwickeln, desto höher sind die Chancen, dass es nicht von der Agenda verschwindet. Es muss natürlich auch gesamteuropäisch geschehen, geschieht ja auch. Aber diese Strömungen, die im Moment natürlich jetzt gegen den ganzen Wandel sind, angefangen auch in den Staaten, ist natürlich tödlich, denke ich, für die ganze Entwicklung weltweit. Und da müssen wir Gegensteuer geben, und zwar gemeinsam.
Moi, je trouve que la prochaine étape, c'est la décision citoyenne. La décision citoyenne. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement demander leur avis aux citoyens, les faire réagir, ce n'est pas seulement les écouter, c'est décider. Et dans ce mandat, à Strasbourg, nous l'avons expérimenté, la décision citoyenne. Nous appelons ça la maîtrise d'ouvrage citoyenne. C'est-à-dire que la maîtrise d'ouvrage reste sur des projets, par exemple, d'espace public, on l'a fait. La maîtrise d'ouvrage réglementaire, juridique, reste évidemment à la collectivité, hein, quand il s'agit d'un espace public, parce que c'est la collectivité qui tient le budget, les sous. Mais ce qui est fait de l'espace public, c'est les citoyens qui le décident et la collectivité le met en œuvre. Alors, ça suppose un effort considérable. Le pas de côté de tout le monde, à commencer par les élus, bien sûr, mais aussi les agents, les ingénieurs paysagistes de nos collectivités, qui doivent se dire « je fais mon métier autrement ». Plutôt que de dessiner moi sur ma planche à dessin le projet et ensuite je le soumets aux citoyens en leur disant « qu'est-ce que vous en pensez ?» Non, non. J'explique les contingences et j'accompagne les citoyens dans la compréhension de la problématique. Et ça, je crois que c'est la prochaine étape à venir. C'est comme ça qu'on résistera à tout ce qui détruit la démocratie. Merci beaucoup, Marc. Merci pour cet élément de réponse. Qui souhaite encore dialoguer avec nos invités? Je vois une main là, et comme on est à midi pile, ça sera la dernière question. Je vous remercie beaucoup de participer au dialogue. Bonjour, Natacha Xeri, Métropole Rouen-Normandie. Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez, que les élus, d'aller directement sur une décision des citoyens. On est d'accord que les élus sont élus par les citoyens et sont censés les représenter. Alors quel est leur rôle? Ils sont de plus en plus mal élus. On est certes élus, mais on est très mal élus. Nous, à Strasbourg, on a été élus en 2020 par 10% des Strasbourgeois et Strasbourgeoises. 10%. Donc on ne peut pas se revendiquer d'une représentativité. C'est juste plus possible. Et donc il faut bien se dire, c'est quoi la démocratie, quoi. Et donc, évidemment, nous décidons. Je n'ai pas dit que nous nous dépossédions de la décision, hein, évidemment. Et quand on a lancé l'expérimentation sur l'espace public dont il est question, on a bien fixé. C'était dans mon quartier dont je suis le référent, et j'ai bien dit aux citoyens, voilà, nous, si vous venez avec un parking, par exemple, ce sera non. On est quand même élu sur un projet avec un certain nombre d'orientations que nous... Mais à partir du moment où, derrière, on laisse ça, les citoyens, il faut leur faire confiance. Souvent, on dit... oui, il y a une crise de confiance des citoyens dans leurs institutions, les politiques, c'est pour ça qu'ils s'abstiennent, c'est pour ça que... Mais est-ce que les politiques font confiance à leurs citoyens et aux citoyennes? Est-ce qu'on se pose la question inverse? Et celle-là, à Strasbourg, on se l'est posée dès lors qu'on a été élu. 10% des Strasbourgeois. Comment on va pouvoir gérer la ville? Et donc, voilà, c'est la réponse que je me permets de vous adresser. Normalement, je ne donne pas mon micro, mais avec Marc, je fais une exception. S'il vous plaît, Eva Jenningen. Es hat mich nicht sehr erschreckt, dass es ablehnende Bewegungen gab, weil die waren die ganze Zeit da bei uns in Ostdeutschland. Aber sie sind dann stärker geworden, als die Transformation begonnen hat und als es Probleme gab. Und so ist zurzeit unser guter Straßenbahnverkehr nicht finanziert. Es soll Kürzungen gegeben. Dagegen läuft ein Bürgerbegehren. Ich habe es unterschrieben, bevor ich hierher gekommen bin. Und so sehr ich für direkte Demokratie bin, weiß ich aber, die Haushaltsentscheidung muss ja dann doch ein Stadtrat treffen. Die muss eine Verwaltung vorbereiten. Und deshalb glaube ich, dass wir neue Bündnisse brauchen. Ich hatte vorhin schon versucht, das zu umschreiben und zu beschreiben. Bei uns spielt eine große Rolle, dass natürlich Energieerzeugung nicht nur im dicht bebauten Stadtgebiet, sondern eher in den ländlich geprägten Regionen passiert. Und wir müssen einfach sichern, dass die Menschen dort davon das nicht ablehnen, sondern selber davon profitieren. Also oft ist der Impuls in den urbanen Gebieten bei Luftreinhaltung ganz klassisch, die Themen haben wir auch, aber andere müssen daran ein Interesse haben und davon auch profitieren und müssen angeschlossen sein. Das spielt jedenfalls bei uns in Deutschland eine ganz zentrale Rolle, ich vermute aber in den anderen Ländern auch.
Monsieur Roland, vous voulez ajouter? Juste un mot. En fait, j'ai acheté le livre qui est en vente juste à côté du collectif qui s'appelle Le Lierre sur la transition écologique. Et il y a quelques jours, j'ai vu dans un des articles une proposition qui trotte dans ma tête et que je trouve très intéressante, c'est de concilier convention citoyenne et référendum. Donc l'idée, c'est de faire travailler, et ça, je pense que ça met aussi les élus au cœur du sujet, l'idée, c'est de faire travailler des panels de citoyens sur une question qu'on pourrait ensuite poser à l'ensemble de la population d'un territoire, plus ou moins vaste, pour donner du poids à des décisions politiques. Alors, il y a des exemples qui ont été faits. Je pense à Paris, ils font des référendums citoyens avec quelques centaines de milliers d'habitants. Quelques centaines de milliers d'habitants qui participent quand même à des référendums locaux. C'est quand même extrêmement intéressant. Mais là, l'idée, ce serait de travailler avec les citoyens sur quelles questions on veut poser. Comment est-ce qu'on exprime cette question pour prendre en compte la difficulté d'appréhender ces enjeux de transition écologique et comment est-ce qu'on la soumet à référendum derrière. Je ne sais pas si... C'est une contribution décoiffante. Super, donc voilà une idée un peu folle, comme vous vouliez à la fin, de mettre vraiment le paquet sur la concertation des citoyens. Mesdames et messieurs, je trouve que notre formidable panel mérite vos applaudissements de tonnerre. Je vous remercie tous. Vous pouvez vous asseoir et nous, on a encore un petit moment parce qu'on a un privilège extraordinaire. Il y a maintenant ici, vous l'avez peut-être déjà vu hier, cette formidable femme que nous avons pu gagner. Venez ici. Venez, prenez ma place. Cette formidable femme que nous avons pu donc gagner pour être le grand témoin de ces assises, l'une des voix emblématiques de la finance durable en France, et cela pas seulement en France, mais aussi à l'étranger. Donc, Anne-Catherine Housson-Traoré va nous donner son premier petit sentiment, sa température, après 1 jour et demi. Ah, très bien, 1 jour et demi des assises. Et donc, on reste ici et on l'écoute. Et on lui donne un applaudissement pour l'encourager. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ce que je trouve formidable, c'est qu'en fait, c'est probablement à ces assises que se fait vraiment la politique au sens noble du terme, parce que, d'abord, il y a la participation des citoyens, et il y a surtout, finalement, quand on regarde et quand on prend tout ce qui se passe à chacun des multiples événements qui est organisé, c'est l'idée que la transition énergétique, qui est souvent associée à juste titre à la transition écologique, c'est en fait des sujets majeurs qui sont très bien portés par l'ensemble des gens qui interviennent ici. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de sujets abstraits, très confus, chaque fois, on peut découvrir comment ça s'applique, comment c'est mis en œuvre, ce qui a été très bien expliqué sur le sujet de, en fait, à un moment, on distribue une poubelle où on met ses déchets organiques, et puis à l'arrivée, on a du gaz, etc. Et que ça, n'importe quel citoyen, si on lui explique clairement, il va le comprendre. Et c'est intéressant que vienne d'émerger l'idée que, en fait, est-ce qu'on doit faire confiance aux citoyens? Est-ce qu'on doit parler? Et c'est ça l'abandon de la politique nationale à l'heure actuelle, c'est de ne pas faire le pari sur l'intelligence du citoyen, quelles que soient ses convictions politiques. D'ailleurs, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'en fait, on est vraiment au cœur de ce qui fait des choix fondamentaux, qui sont comment on veut vivre, comment on veut se chauffer, comment on veut se connecter à Internet, comment on veut faire tout ce genre de choses et quel prix il faut payer. C'est important aussi ce que vous avez dit sur le pourquoi pas, etc. Puisque évidemment, si on veut être alimenté en gaz vert, à un moment, il faut poser des tuyaux. Et si on fait le lien entre ça et habitant le Grand Paris, je suis à même de voir qu'on peut faire plein de travaux partout. Personne n'a la moindre idée de à quoi ça sert. Visiblement, la concertation entre les uns et les autres n'est pas optimum. Et donc, à l'arrivée, ça donne une grande râlerie générale. Là où c'est très important, ce qui se passe ici dans un contexte national abrasif, on l'a vu avec le moratoire, vous avez parlé des ZFE, c'est-à-dire que un des paradoxes qui frappe l'observatrice que je suis, c'est que autant ici est en train de s'inventer et de se mettre en œuvre une vraie politique de la ville au sens propre du terme, sur l'habitat, sur le transport, sur l'énergie, etc. Autant au niveau national, il y a une décorrélation absolue de choses quand même fondamentales. C'est-à-dire que le représentant d'Engie a dit, on a fait des sondages qui disaient sur les énergies renouvelables, on est à plus de 80% d'approbation. Donc effectivement, quelle est la responsabilité des élus?
qui sont à l'Assemblée nationale en capacité de se dire 85% des Français y sont favorables, mais c'est pas grave, on arrête tout. Alors on arrête tout, pourquoi, comment, au nom de qui? Et c'est là où on revient à la proposition qui vient d'être faite. Il faudrait quand même à un moment donné, dans une démocratie, respecter l'opinion, la conviction et les attentes des citoyens. Et là où c'est très important, et c'est vrai que ces assises du coup prennent une dimension politique qui n'était peut-être pas forcément l'idée initiale, mais qui est vraiment importante, c'est que finalement les messages que les assises ont à faire porter, à la fois les 4 communautés qui co-organisent, mais aussi tous ceux et celles qui y participent, c'est bien que le sujet de l'énergie est j'avais parlé un driver, mais une locomotive de tout ce qui est important. Et que ce message politique, il doit sortir, et ça a été dit aussi à cette table ronde, il doit sortir de la base, des gens qui sont là, de tous ceux que vous êtes, qui sont quelque part des ambassadeurs de cette cause-là. Et pour lui donner une ampleur beaucoup plus nationale, j'ai plusieurs bonnes nouvelles. Donc vous avez vu ce petit livret, auquel j'ai participé d'ailleurs, qui est vraiment intéressant parce qu'il donne matière à réflexion, il donne des récits, il explique et il rend désirable, puisque Annette l'évoquait, la question de la désirabilité de la transition énergétique est un sujet majeur qui n'est pas posé. Et je suis médiatiquement parlant, on est vraiment genre la ZFE, c'est fait pour vous embêter. Alors même si vous n'êtes pas très embêté, vous finissez par être martelé sur dire oui, ça va être casse-pied. Mais en fait, on ne sait même pas pourquoi c'est casse-pied, on ne sait même pas pour qui. En revanche, le discours que c'est casse-pied et qu'on nous empêche de vivre, lui, il a percolé. Donc le sujet principal qui est posé à des acteurs comme vous, c'est de partout, et vous parliez quels sont les sujets foufous qu'on peut faire, mais il y a une stratégie avec les réseaux sociaux, avec tous les moyens de communication que chacun a à ce jour, c'est d'expliquer que, attendez, non, l'histoire, c'est pas on veut multiplier les emmerdements, c'est qu'en fait, on veut multiplier les solutions qui, dans un bilan coût-avantage ou évaluation bénéfice-risque, va in fine être positif, à condition que vous compreniez le chemin que ça prend et vous compreniez à quel moment il peut y avoir tel ou tel sujet effectivement, poser un tuyau dans votre rue, c'est agaçant, mais si à la fin, vous savez que vous en serez bénéficiaire, ça va déjà mieux. Et alors, l'autre bonne nouvelle, tout ça pour donner beaucoup plus d'ampleur à ce qui se passe au sein des assises, vous avez un plaidoyer qui sera présenté demain au Parlement européen, donc là aussi avec une dimension forte de faire porter la voix des assises au sein du Parlement européen, et plus largement dans le débat national grâce à une tribune. Alors, ça a l'air comique, mais c'est vrai, cette tribune a été publiée dans le journal La Tribune. Et l'avantage de cette tribune, qui est portée par les co-organisateurs de cet événement et plus largement signée par de nombreux acteurs locaux, c'est vraiment de poser le débat, le bon niveau de débat politique aujourd'hui, avec 3 axes majeurs, et ils ont été reflétés dans les débats que vous avez pu voir aujourd'hui. La question du mode de financement, puisque vous entendez à longueur de temps qu'on n'a plus d'argent, que les déficits sont phénoménaux, etc. Je suis une spécialiste de la finance durable, donc il faut avoir en tête que tout ce qui concerne la finance, c'est une convention. En fait, c'est pas de l'argent qu'on n'a plus sous son matelas, c'est vraiment la façon dont on flèche tel ou tel financement. Donc le sujet des financements, ils existent. Dans la planète finance, il y a encore beaucoup d'argent. La question, c'est surtout comment on le flèche et comment on assèche tout ce qui peut poser plus de problèmes qu'il n'en résolve et comment on flèche l'argent qui existe vers à la fois des solutions, on va dire, plus vertes, mais aussi comment on verdit l'ensemble. Puisque dans l'échec de visibilité du Green Deal aujourd'hui, c'est que l'Europe a un plan, le Green Deal, et qui concerne tous les sujets, que ce soit à la fois le transport, que ce soit les bâtiments, que ce soit la pollution, etc. Et il y a un plan d'action qui, évidemment, doit être financé d'une façon assez simple à comprendre, là encore. C'est-à-dire, c'est une grille d'analyse de dire telle ou telle activité, est-ce que le solde entre ses impacts négatifs et ses impacts positifs, il reste en faveur des impacts positifs, et sinon, comment on travaille et comment on finance à ce que, in fine, toutes les activités aient beaucoup plus d'impact positif que négatif. Et ça, c'est des trajectoires, c'est des scénarios. On a bien vu sur les questions de l'énergie comment aujourd'hui ils sont incarnés très concrètement sur l'énergie, mais il faut évidemment que ça percole sur tous les sujets et pas que sur l'énergie. Et encore une fois, l'Europe a cette planification, le Green Deal, et qu'à l'heure actuelle, on est dans une phase où tous ceux qui sont contre, pour des raisons idéologiques, sont en train de le transformer en un outil absolument épouvantable. Et on voit bien comment toutes les mécaniques à l'œuvre dans ce qui vient d'être décrit peuvent permettre de rappeler aux citoyens européens dans leur ensemble
que le Green Deal, ça va in fine leur être très bénéfique, et c'est surtout un modèle qui est plutôt copié à l'heure actuelle. C'est un atout de compétitivité énorme, et il ne faut pas oublier qu'en ce moment, on a une commission qui vous dit non, c'est un handicap de compétitivité. Et donc c'est bien une histoire de storytelling. Et pour en revenir à la tribune, et ça fait le lien, les deux autres moteurs, c'est évidemment l'éducation et la sensibilisation de tous aux enjeux énergétiques. Donc c'est à faire ce que j'essayais de vous faire très rapidement, c'est-à-dire la pédagogie sur ça sert à quoi des objectifs. L'objectif climat, si vous me permettez ce petit jeu de mots, il est gazeux. C'est-à-dire que c'est très compliqué de comprendre ça veut dire quoi être décarboné en 2040. Franchement, il faut un peu de compétences techniques. En revanche, l'idée qui existe dans le Green Deal, c'est que dire à un moment donné, on a des transports durables, on a de la mobilité durable, on a beaucoup moins de pollution de l'air, on a beaucoup moins de pollution. Ça, c'est très concret. Et ça nécessite d'expliquer, de répéter, etc. Et la dernière chose, et vous l'incarnez évidemment au quotidien, c'est la territorialisation. C'est cette fameuse phrase « penser global, agir local ». Il est évident que c'est le bon maillon auquel on peut développer des projets, les rendre opérationnels, les rendre tangibles pour les uns et les autres, parce que évidemment, quels que soient les citoyens, ils habitent quelque part, ils sont d'une région, et plus on va leur expliquer le lien entre ces grands objectifs, à la fois ou mondiaux ou nationaux, et leur réalité quotidienne, plus ça va fonctionner. Donc, je vous invite, et j'espère que je ne vous ai pas perdu dans ce résumé à grande maille, mais vraiment, ce que j'espère que vous allez retenir, c'est que ce que je trouve formidable aux Assises, et je suis très heureuse d'y participer, c'est l'énergie positive que vous dégagez et que vous portez, et j'espère contribuer à la faire porter le plus loin possible, parce que, encore une fois, la situation est grave, mais pas désespérée, et c'est grâce à des acteurs comme vous, à tout ce que vous déployez, que les raisons d'espérer restent très fortes pour, je pense, l'ensemble des citoyens. Et donc, rendez-vous demain pour en savoir plus sur le plaidoyer que donc les acteurs des Assises vont porter le plus loin possible en Europe. Merci beaucoup, Anne-Catherine Oussan-Traoré. Sur cela, merci beaucoup d'être venue. Moi, je vais revenir pour une autre table ronde à partir de 14h, mais il y aura plein d'autres activités. Bon appétit et à tout à l'heure.